Bonjour à tous, je suis Bénédicte Berner. Alors, je suis cofondatrice et coordinatrice du campus de l'innovation pour les lycées au Collège de France. Et aujourd'hui, donc, c'est avec un grand plaisir qu'on inaugure le programme Histoire du campus avec le professeur Patrick Boucheron du Collège de France. Et à cet effet, je voudrais vraiment remercier Madame Agnès Walsh-Mention-Rigaud. Et je voudrais également remercier les deux inspecteurs pédagogiques régionaux, Monsieur Guillaume Saliège et également Monsieur Jean-François Mabille, pour leur aide, parce que sans vous, on n'aurait pas pu avoir cette rencontre aujourd'hui. Alors vraiment, merci beaucoup. Donc, juste deux petits mots sur le campus pour vous expliquer ce que c'est. Alors, le campus est un projet qui s'inscrit dans un partenariat entre l'Éducation nationale et le Collège de France. Et si vous voulez, il couvre trois différents domaines. Il couvre l'économie, il couvre les sciences de la vie et de la terre, et à partir d'aujourd'hui, donc, l'histoire. Et puis la raison d'être finalement de ce campus, c'est de partager avec les lycéens, surtout les lycéens de première et de terminale, finalement le goût du savoir et puis surtout le goût de la recherche. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les professeurs du Collège de France non seulement enseignent, mais ce sont des chercheurs ou des chercheuses, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment aux pointes de la recherche dans leur domaine respectif. Et en fait, on a pensé que le meilleur moyen de partager ce goût du savoir et de la recherche avec vous, c'est qu'on se rencontre. Donc, on a organisé, on continue d'organiser des rencontres avec des lycéens et leurs enseignants au Collège de France, ou bien ce sont des professeurs du Collège de France ou des professeurs qui sont associés au Collège de France qui se rendent dans les lycées. Et là, on parcourt vraiment tout le territoire de la France. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille d'aller sur le site du Collège de France. Vous allez sur la partie, enfin le lien institution qui vous renverra au campus et vous aurez tout le matériel pédagogique, tout ce qui est à la disposition, à votre disposition. Donc, bienvenue à tous, bienvenue au lycée Edmond Michelet d'Arpajon, bienvenue au lycée Joliot-Curie de Romilly-sur-Seine et puis bienvenue au lycée Marie de Champagne de Troyes. Voilà, et je laisse la parole au professeur Patrick Boucheron. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre. C'en est une pour moi. Je suis très heureux de vous accueillir ici au Collège de France. Puis grâce à vous, je rentre dans une salle, la salle 2, où je n'étais jamais allé. C'est pas mal, voilà. Au fond, ce qu'on va faire, c'est que pendant 45 minutes, pas plus, je vous rassure, je vais vous dire ce que je crois avoir compris du sujet qu'on a choisi pour vous et avec lequel vos enseignantes et vos enseignants vous ont apprivoisé, la question de la Méditerranée et du monde au XVe, XVIe siècle. Mais je le dirais de manière un peu libre, pas aussi structurée que pourraient le faire vos enseignantes et vos enseignants. Finalement, mon but ici, c'est de vous faire comprendre, mais vous le savez déjà, que quand c'est vos enseignants qui parlent, c'est mieux. C'est mieux, c'est plus clair, c'est plus pédagogique, ils vous font voir des cartes et des images. Moi, je vous ferai voir un petit peu, effectivement, comme on vous l'a expliqué, ce que c'est qu'une recherche en train de se faire. Parce que ce lieu-là, là où nous sommes, le Collège de France, c'est un lieu où on enseigne la recherche en train de se faire. Alors la recherche sur la Méditerranée au XVe, XVIe siècle, je vais vous en donner quelques éléments, mais je vais surtout essayer de vous faire comprendre comment, justement, une dynamique de recherche peut se faire comprendre sur un tel sujet. D'une certaine manière, le lieu où nous sommes, le Collège de France, il est dans le sujet dont on va parler parce qu'il a été fondé en 1530 sur une idée, une belle idée qui vous accueille en latin, docet omnia, j'enseigne tout, et évidemment tout, alors c'est en latin parce que c'est un
au lieu ici de l'humanisme de François Ier, qui était un effort, justement, pas seulement méditerranéen, mais européen, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux autres. Figurez-vous que les premières chaires qui ont été créées au Collège de France, c'était des chaires de ce qu'on n'enseignait pas à l'université, c'est-à-dire le grec, l'hébreu, très vite l'arabe, et on voit très bien que l'horizon de François Ier, au moment même où il favorise effectivement ce qui ne s'appelle pas encore le Collège de France, mais le Collège des lecteurs royaux, est un horizon méditerranéen, et il est méditerranéen parce qu'il est européen. Doc et Omnia, j'enseigne tout, et j'enseigne tout à tous et à toutes, et voilà pourquoi vous y avez évidemment pleinement votre place. J'ai présenté le lieu, il faut aussi que je présente celui qui vous parle. Donc, je m'appelle Patrick Boucheron, j'enseigne l'histoire du Moyen-Âge ici, pas tout le Moyen-Âge, puisque c'est un petit Moyen-Âge, 13e, 16e, et pas que le Moyen-Âge, puisque justement, il mord sur ce 16e siècle, il déborde, il dépasse la frontière dont on aura à parler en celle de 1492, entre Moyen-Âge et temps moderne. Et le sujet que nous avons choisi ensemble, la Méditerranée et le monde 15e, 16e siècle, eh bien, lui aussi, il passe les frontières. Et c'est au fond du passage des frontières dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, je remercie beaucoup vos enseignantes et vos enseignants de vous avoir si bien préparé grâce à un matériel pédagogique qu'ils ont aussi partagé avec moi, notamment celui qui est organisé par... mise à disposition par le MUSEM, le musée de la civilisation de la Méditerranée à Marseille, qui est un musée qui m'est cher parce que, voilà, être chercheur, être historien, c'est aussi participer à la diffusion des savoirs, et je fais partie du conseil scientifique du MUSEM, et puis aussi à partir d'une petite vidéo. Je remercie le campus de l'innovation de m'avoir permis de l'enregistrer, une petite vidéo où j'avais expliqué ce que j'attendais au fond de ce cours. J'en attendais 3 choses que je vais essayer de développer tour à tour, et puis ensuite vous pourrez, avec vos enseignantes et vos enseignants, peut-être justement déployer, déplier, décrypter peut-être ce que je m'apprête à dire. D'abord, rappeler que eh bien, l'histoire, précisément parce qu'elle est en train de se faire, elle est d'abord racontée par des historiennes et des historiens, et nous, historiens de profession, lorsqu'on parle de la Méditerranée, eh bien, on a toujours en tête un grand modèle, quelqu'un avec qui on discute. Il est mort en 85 et pourtant on continue à discuter avec lui, mais c'est ça l'histoire au fond, c'est de se faire au fond des interlocuteurs parmi les femmes et les hommes du passé, d'élargir notre connaissance et nos expériences à celles et ceux qui ne sont plus avec nous, mais avec qui on peut continuer à discuter, ne serait-ce que parce qu'on les lit. Et cet historien, c'est Fernand Braudel, et vous faire comprendre que tout sujet d'histoire est aussi un sujet d'historiographie. Parce que raconter l'histoire, c'est aussi raconter comment on la raconte. Et comment on a du mal à la raconter. Et comment on a pu la raconter d'une certaine manière à un moment donné, et ensuite changer. C'est comme ça que l'histoire progresse de méthode ou de point de vue. Et puis ensuite, à partir de cette réflexion sur ce que nous devons à Fernand Braudel dans une conception effectivement élargie de l'histoire méditerranéenne, eh bien, vous rappelez quelques éléments de ce que j'ai appelé la géohistoire. C'était le deuxième élément de ma petite vidéo. Je disais que d'une certaine manière, il y avait dans le système d'enseignement tel que voilà, nous le défendons ici en France, une sorte d'appareillement entre l'histoire et la géographie qui est, je dirais,
celui que nous n'avons pas choisi, celui que l'histoire a choisi pour nous, mais qu'on peut décider de défendre avec plus d'ardeur. Et si on veut la défendre, eh ben, on aura une position de géohistoire. Et donc ça veut dire, est-ce que, d'une certaine manière, entre la Méditerranée et le monde au XVe, XVIe siècle, eh bien, au fond, on peut avoir une conception géohistorique de ce qui se passe, c'est-à-dire, au fond, est-ce que le monde du XVIe siècle va naître de la Méditerranée? Est-ce qu'il va en procéder? Est-ce qu'il va lui tourner le dos, etc. Et puis la troisième possibilité que je donnais, et qui sera mon troisième point, c'est de considérer au fond qu'au-delà de cette question historiographique, au-delà de cette question géohistorique, il y a aussi un problème d'actualisation historiographique, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui s'invente dans cette Méditerranée du XVe et du XVIe siècle pour nous aujourd'hui. Quel problème, au fond, le passé, une fois qu'effectivement on l'a ainsi défini, nous permet de mieux délimiter pour nous aujourd'hui, femmes et hommes du XXIe siècle, montrer en somme, puisque tout discours sur l'histoire est aussi un discours de défense et d'illustration du métier d'historien, montrer en somme qu'on ne s'éloigne pas, qu'on ne se divertit pas du présent en allant chercher dans le passé disons des ressources d'expérience. Alors, j'ai eu envie de vous faire voir d'abord à quoi ça ressemble un très volumineux livre d'histoire, La Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II, de Fernand Braudel. Fernand Braudel est un historien éminent, qui a été d'ailleurs professeur au Collège de France, ici, jusqu'à sa mort en 1985, quelques mois avant sa mort, quelques semaines même d'ailleurs, eh bien, il s'adressait à des collégiens à Château-Vallon pour justement leur faire, c'était son combat, leur faire goûter la passion de l'histoire. Et ce livre, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, il l'a écrit alors qu'il était en captivité pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, pardon, envoyé en juillet 1940 dans une citadelle de Mayence. Il se trouve en prison et donc il est éloigné de ses fiches, de ses notes, d'une thèse qu'il avait commencé à écrire, qui ne s'appelait pas à l'époque La Méditerranée au temps de Philippe II, mais Philippe II et la Méditerranée. Et justement parce qu'il est à Mayence, parce qu'il est prisonnier, eh bien il écrit de mémoire, c'est assez phénoménal quand même, une première version de ce livre, qui est aussi une manière pour lui de se libérer de ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire la captivité, c'est-à-dire la privation de liberté. J'aime bien quand même cette histoire, j'aime bien la rappeler parce qu'elle nous donne à comprendre ce qu'on peut aussi attendre de l'histoire. D'abord, tout simplement, j'allais dire, une évasion. Lui-même, c'est pas évadé, enfin si, il s'est évadé, mais pas en écrivant la Méditerranée, une manière quand même de s'échapper de la prison de l'aujourd'hui, et puis pas simplement une évasion de divertissement, mais une véritable libération, une émancipation. Donc ce livre est un livre d'émancipation. Il a voulu lui-même se libérer de plein de choses en l'écrivant. Et il a du coup libéré celles et ceux qui l'ont, après sa parution en 1952, lu. Pourquoi? Parce que justement, la vieille histoire que l'on racontait de manière, j'allais dire,
chronologique, comme une histoire des batailles, eh bien, Fernand Braudel l'a littéralement mis cul par-dessus tête. Il a renversé l'histoire ancienne, de même qu'il a renversé son titre de thèse. Philippe II et la Méditerranée devient la Méditerranée au temps de Philippe II. C'est dire avec suffisamment d'éloquence que le sujet de l'histoire, c'est pas toujours un roi, c'est pas toujours un puissant, c'est pas toujours une grande bataille. Évidemment que derrière ce livre, il y a l'ombre d'une très grande bataille, la bataille de Lépante, du 7 octobre 1571, à l'issue de laquelle les puissances chrétiennes mettent un coup d'arrêt à l'avancée ottomane en Méditerranée. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte. On a toujours raison de la raconter, mais Fernand Braudel la raconte d'ailleurs à son tour, mais après avoir raconté plein d'autres choses. Et ce qui est célèbre dans ce livre, que je reprends, La Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II, c'est qu'il est en 3 volumes, et que ces 3 volumes qui tour à tour abordent l'histoire longue, ce qu'il appelle la part du milieu, volume 2, c'est-à-dire au fond une géohistoire du monde méditerranéen, de la Méditerranée comme un monde, c'est-à-dire décrire le milieu, décrire la contrainte de ce milieu, décrire la végétation, décrire la montagne, décrire effectivement différents paysages méditerranéens, le monde de l'olivier et de la vigne, montrer effectivement comment tout cela pèse, ne fait pas exactement une histoire immobile, mais une histoire lente, une histoire à faible pente, une longue durée, dit Braudel. Et puis, justement, là où il révolutionne l'histoire, c'est qu'il révolutionne le temps de l'histoire et la manière de la raconter. Depuis Braudel, au fond, on peut faire un plan en 3 parties, avec une partie, ce qui ne bouge pas, ou peu, ou si peu, la prison de longue durée, écrit-il alors qu'il est lui-même en prison. Et puis, deuxième volume, on va dire les grands mouvements, la conjoncture qui est les vagues amples des destins collectifs et des mouvements d'ensemble, volume 2, et volume 3, les événements, la politique et les hommes. Et c'est là seulement, et c'est à la toute fin qu'on retrouve Philippe II, sa politique méditerranéenne et la bataille de Lépante. On notera d'ailleurs que ce plan, eh bien, il est lui-même de bout en bout maritime, parce que ça vous fait penser à quoi? D'abord, cette manière ample et presque immobile de désigner les profondeurs de l'histoire, comme ces abysses qui le fond de la mer, ce qui ne bouge pratiquement pas et simplement remué par quelques courants marins. Et puis, les marées, les grandes vagues, la conjoncture qui, effectivement, peut rythmer, et à ce moment-là, comme Fernand Braudel était un historien de l'économie, il pense que ces rythmes sont en partie réguliers et qui font, disons, une histoire qui n'est pas immobile, qui n'est pas lente, mais qui est rythmée et scandée, qui est donc un temps moyen, et le temps court qui est l'écume des événements, la crête des vagues, ce qui vient s'échouer sur la plage. Pourquoi raconte-t-il tout ça, et surtout comment raconte-t-il cela? Il a malgré tout un scénario. Et c'est ce scénario avec lequel on doit, au fond, travailler ensemble, qui est une idée très simple et que la chronologie, au fond, valide,
qui est que depuis le début du XVe siècle, les puissances méditerranéennes, en particulier ibériques, c'est-à-dire le Portugal d'une part et d'autre part les royaumes de Castille et d'Aragon, sont engagés dans une politique qui est occidentale, d'une occidentalisation du monde, Occident-Ouest, d'accord? Donc ça veut dire effectivement qu'elle regarde vers l'Ouest parce que la Méditerranée orientale, on va y revenir, qui est évidemment un champ de force, un champ de compétition, qui est évidemment un espace disputé, eh bien, elle est de plus en plus directement aux mains des Ottomans. Ces Ottomans, ils arrivent sur la scène européenne avec la prise de Constantinople en 1453, mais dire cela, le dire ainsi, c'est adopter le point de vue de l'Europe, qui est un point de vue littéralement myope, c'est-à-dire qui voit les choses arriver au moment où elles sont sous son nez. Parce que ce n'est pas de 1453 que date l'expansion ottomane, l'expansion de l'Empire ottoman, c'est du début du XVe siècle. Et ça, Braudel le montre, ça, Braudel le sait. C'est d'ailleurs si vrai que lorsque, reprenant Braudel, nous avons, avec moi une équipe d'historiennes et d'historiens, il y a plus de 10 ans, en 2009, publié un livre qui s'appelle « L'histoire du monde au XVe siècle ». On avait commencé, le premier chapitre, s'appelait « Le siècle turc ». C'est une manière de dire, au fond, déjà géohistorique, de nommer une période par de la géographie, ensemble, montrer que depuis le début du XVe siècle, au fond, c'est l'Empire ottoman qui presse en Méditerranée, et pressant en Méditerranée, il pousse les Européens à aller voir ailleurs. Cet ailleurs, c'est l'immensité océanique. Et si on commence l'histoire des grandes découvertes, c'est-à-dire au fond de ce mouvement ample qui a jeté les Européens, et notamment les Européens de ce Finistère de l'Eurasie qu'est la péninsule ibérique dans l'océan, eh bien, on l'a fait en règle générale, commencer cette histoire des grandes découvertes par la prise de Ceuta, C-E-U-T-A, donc au Maroc en 1415, et ensuite, à partir de là, toutes les expériences coloniales, déjà coloniales, d'où vont procéder la traite des Noirs, de la conquête des Canaries, et c'est ensuite à partir de cet espace donc, très occidental du Maghreb au sens arabe, c'est-à-dire au fond de l'ouest de l'islam, de l'ouest du Dar al-Islam, donc de l'islam occidental, c'est à partir donc de ce Maghreb effectivement que s'invente l'occidentalisation du monde. D'accord? Donc le mouvement, il ne date pas de 1492, il commence en 1415 par la politique effectivement de prise des verrous des Almohades, c'est-à-dire des puissances marocaines du XVe siècle, et d'une certaine manière, il y a là, ça j'ai pas le temps de le décrire, mais enfin vous pourrez le travailler si ça vous intéresse, toute l'histoire à venir. Parce que j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de conquête océanique, j'ai parlé de colonisation, je pourrais vous parler de plantation, et de plantation sucrière, parce que dans les Canaries, il s'agit déjà de ça, et je vous ai parlé d'esclavage et de traite des Noirs. Donc ça, c'est la grande histoire océanique qui, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, va s'ouvrir dans ce qu'on appelle l'occidentalisation du monde. Au XVe siècle, donc, se décide le fait que ce qu'on appelle la mondialisation
est une occidentalisation du monde. Ça pourrait être autrement. Ça aurait pu être autrement. Il y a eu au XVe siècle, et ça aussi maintenant c'est dans les programmes, une tentative de sinisation du monde à partir de la Chine. Les expéditions d'un amiral musulman d'ailleurs, Cheng Re, qui était envoyé par le 4e empereur Ming, Yongle, vers les côtes de l'Afrique orientale, et d'une certaine manière, le monde aurait pu être, dès le XVe siècle, chinois. Si je dis cela, je ne fais pas de l'histoire avec des si. Je rappelle que si on fait de l'histoire, si on cherche en histoire, c'est pour se persuader qu'à tout moment, le monde aurait pu être différent qu'il n'est. Ce qui est une manière aussi de se souvenir qu'aujourd'hui encore, on peut travailler à le rendre différent qu'il est. Et c'est là, en ce sens, où tout travail d'histoire n'a pas besoin d'être engagé ou militant simplement par le seul fait de faire de l'histoire. C'est un art d'émancipation, et c'est pourquoi Braudel cherchait à s'évader de sa citadelle de Mayence en écrivant la Méditerranée. Voilà le grand pitch, le grand scénario de la Méditerranée au temps de Philippe II, la Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II. C'est au fond une manière de faire comprendre que le monde, entendez, le monde en tant qu'il est en train de se mondialiser, eh bien, va tourner le dos à la Méditerranée, pas seulement depuis 1571 et la bataille de Lépante, même pas seulement depuis 1492 et la capture de l'Amérique par Christophe Colomb, mais depuis 1415 et la prise de Ceuta par les Espagnols. Et donc, ce qui d'ailleurs nous indique que ce qui est à l'œuvre, fondamentalement, dans cette histoire, c'est la Méditerranée comme mer des conflits, comme mer des litiges, comme mer de la compétition entre les puissances chrétiennes et les puissances musulmanes. Ce qui m'amène au fond à un deuxième point où j'essaye de définir ce qu'est la géohistoire de ce monde méditerranéen. Donc là, vous voyez que j'essaye de jouer sur monde et Méditerranée. Est-ce que la Méditerranée est un monde? Est-ce qu'on peut parler de monde méditerranéen, donc un milieu? Quel est le rapport entre la Méditerranée et le monde? Quel monde se crée ou se projette à partir de la Méditerranée? Bientôt et de plus en plus, vous allez avoir effectivement à faire des rédactions, des dissertations, des paragraphes argumentés, etc. Et vous savez que dans n'importe quel énoncé, ça c'est un petit truc, une petite ruse de base, la Méditerranée et le monde, mais au XVe, XVIe siècle, le mot le plus important, c'est « et », qui est un mot neutre qu'il faut essayer de remplacer par « dans », la Méditerranée dans le monde, la Méditerranée depuis le monde depuis la Méditerranée contre le monde malgré la Méditerranée. Enfin voilà, essayer de jouer avec cet énoncé pour produire des hypothèses. Le monde tourne-t-il le dos à la Méditerranée? Est-ce cela, si l'on en croit Fernand Braudel, qui se joue dès le début du XVe siècle? Alors, on pourrait dire les choses très simplement. Premièrement,
C'est vrai que depuis le XVe siècle, la Méditerranée a été transformée précisément parce qu'elle connaît des mutations profondes qui modifient durablement sa carte politique du fait du spectaculaire expansion, de la spectaculaire expansion, je l'ai déjà dit, de l'Empire ottoman au détriment de l'Empire byzantin, puisque, évidemment, la prise de Constantinople, 1453, c'est le passage, effectivement, de la capitale ancienne de l'Empire byzantin, Constantinople, à ce qui va devenir Istanbul, la capitale de l'Empire ottoman. Et de ce point de vue-là, au milieu du XVIe siècle, sous le règne du puissant sultan Soliman, Soliman le Magnifique, avec lequel François Ier, le fondateur du Collège de France, voulait faire alliance, eh bien l'Empire ottoman s'étend de la mer Noire à Alger et avec une affirmation contre lui progressive de fondamentalement l'Espagne et des puissances ibériques. Il y a au fond une simplification de la carte méditerranéenne. À l'est, une domination de l'Empire ottoman, et à l'ouest, avec effectivement un long XVe siècle qui embrasse également les guerres d'Italie, une domination des puissances ibériques. C'est-à-dire, au fond, deux empires. Donc, cette simplification de la carte méditerranéenne, de la mer intérieure, ça devient le théâtre d'affrontement de deux puissants empires, l'Empire espagnol et l'Empire ottoman. Encore une fois, il faut bien comprendre que ça aurait pu tourner autrement et qu'au début du XVe siècle, bien sûr que Barcelone est une ville puissante, mais Gênes, mais Pise, mais Venise, évidemment, ont aussi comme puissance maritime à faire valoir leurs droits. Et de ce point de vue-là, cette extraordinaire simplification de la carte politique au XVe siècle de l'Italie, de la Méditerranée, eh bien, elle prépare effectivement au fond, le grand affrontement, le grand djihad entre effectivement l'Empire ottoman et l'Empire ibérique. Et justement, dans les documents que certaines et certains d'entre vous ont commencé à travailler grâce aux ressources documentaires du MUSEM, eh bien, vous avez remarqué que les grandes batailles, d'abord, sont des batailles navales, et que ces batailles navales, elles mettent effectivement aux prises les flottes turques et les flottes espagnoles, notamment à Preveza en 1538, Djerba 1560, Lépante 1571, Tunis 1574. Deux éléments à nuancer pour ce tableau d'ensemble. Donc, premièrement, effectivement, la Méditerranée se trouve transformée par ce choc des empires. Deuxièmement, ces grandes batailles, ces grands conflits, cette histoire à grand spectacle, ces affrontements, ils prennent la forme effectivement des batailles navales, mais ils prennent aussi de manière plus feutrée, plus régulière. Les spécialistes de la guerre aujourd'hui disent à bas bruit la forme du corso, c'est-à-dire de la guerre de course. C'est-à-dire que la Méditerranée, elle est sillonnée au XVe et surtout au XVIe siècle et encore au XVIIe siècle par les corsaires. Vous savez la différence entre un pirate et un corsaire. Le pirate n'obéit qu'à lui-même, alors que le corsaire a une lettre de course d'un souverain, donc il fait la course pour quelqu'un. Et donc, il n'y a pas que les grandes batailles de vos
manuels scolaires, il y a aussi cette guérilla qui, d'ailleurs, est une guerre de rapine, d'otages, de captifs, et où on va d'un côté comme de l'autre. Hein. Bien sûr, les corsaires sont autant chrétiens que musulmans, et bien, d'une certaine manière, faire de la Méditerranée un des espaces les plus dangereux du monde. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vu des géographes arabes, il y a deux mers. Il y a la mer de la guerre, la mer du djihad, et il y a la mer du commerce. La mer de la guerre, c'est la Méditerranée, c'est la mer intérieure. La mer du commerce, c'est l'océan Indien. Et vu de loin, l'océan Indien est, d'une certaine manière, le cœur de l'espace connecté du monde. Ce brigandage maritime, il est très important. On le connaît mieux que Braudel, parce qu'on s'y intéresse davantage. Et pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, parce que du fait de la guerre de course, du fait de la nécessité pour les corsaires de faire des prisonniers et ensuite de se faire payer leur libération, la libération des captifs, eh bien, l'esclavage devient, par conséquent, une composante essentielle de l'histoire sociale de la Méditerranée à l'époque moderne. C'est quelque chose qu'on a souvent sous-estimé, que Braudel, dans les années 50, sous-estimait encore, mais les historiennes et les historiens savent aujourd'hui, voient partout, sur les quais, dans les bagnes d'Alger ou de Livourne en Italie, Livourne étant le grand port corsaire des chrétiens, eh bien, des esclaves, des galériens, turcs en Occident, chrétiens en Orient, qui effectivement ont, et c'est important de le dire, effectivement, qui font de la Méditerranée un espace qui est très largement un espace esclavagisé. Ce qui aura, avec un esclavage domestique, par exemple, dans les villes, notamment les villes françaises, Marseille, voilà, qui a été très longtemps sous-estimé. Ce qui n'empêche pas, malgré les tensions entre Espagnols et Ottomans à leur apogée au XVIe siècle, des relations diplomatiques et commerciales qui n'ont jamais été interrompues. Des puissances chrétiennes qui nouent en effet très tôt des relations avec les Ottomans pour des échanges commerciaux et des structures commerciales qui assurent la protection des marins, des marchands, d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Ce qui m'amène à un troisième et dernier point, et d'une certaine manière, vous avez remarqué que j'adopte aussi un plan qui est globalement braudélien, parce que la première partie est quand même très générale, c'est une sorte d'histoire très longue du XVe, du XVIe siècle. La deuxième partie montre effectivement ce qui anime la conjoncture, la conjoncture effectivement du XVe au XVIe siècle, qui ne sont pas pris en bloc, mais qui sont pris effectivement comme une périodisation. Et il faudrait s'approcher, mais là, on n'a plus le temps. Là, je ne peux le faire, je ne peux que le suggérer. Il faudrait s'approcher dans un troisième point, de tout ce qui fait de la Méditerranée au XVe et au XVIe siècle, à une autre échelle, un laboratoire du gouvernement du monde. Et du gouvernement du monde, je vais le dire à la toute fin, aujourd'hui. Les historiens qui réfléchissent à la Méditerranée aujourd'hui et qui lisent Fernand Braudel, parce qu'on ne peut pas faire autrement, se disent qu'au fond, le monde méditerranéen de Braudel, il est très terrien. C'est qu'il dit qu'il parle de la Méditerranée,
mais il parle assez peu de la mer. Sa Méditerranée, ce sont les pays riverains de la Méditerranée. C'est en fait la mer intérieure comme cœur d'un espace que lui, en tant qu'il était un terrien, un homme qui est né en Lorraine, c'est comme ça que commence la Méditerranée. J'ai passionnément aimé la Méditerranée parce que, homme du Nord, etc. Moi, en tant qu'homme du Nord, j'aime la Méditerranée comme un grand autre. Aujourd'hui, les historiennes et les historiens se disent mais la Méditerranée de Braudel est très peu maritime, en somme. Elle est fondamentalement une histoire de terriens. Et si on allait embarquer avec les pirates, et si on allait voir la Méditerranée, non pas vue de Livourne, d'Alger, de Tunis ou de Barcelone, mais vue de Chypre, vue de Corse, vue de Rhodes, vue des grandes îles, ou petites d'ailleurs, méditerranéennes, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'au fond, la Méditerranée, au XVe et XVIe siècle, ce n'est pas simplement l'histoire du monde, c'est un monde d'histoire. Et là, d'une certaine manière, c'est aussi, je ne peux que le dire, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour le décrire, mais c'est aussi une façon qu'on a aujourd'hui de faire l'histoire aujourd'hui, c'est-à-dire de changer d'échelle, de voir les histoires connectées, de comprendre effectivement qui sont ceux qui traversent d'une rive à l'autre. Par exemple, effectivement, on peut faire l'histoire de la Méditerranée, des rivalités dans les marches de l'ancien monde comme une histoire des puissances qui effectivement se partagent la mer intérieure, mais on peut aussi le faire comme un laboratoire, notamment de, j'allais dire, trois choses. Je vais développer juste trois idées. Un laboratoire de la colonisation, un laboratoire de la négociation et un laboratoire de la traduction, qui sont effectivement trois éléments qui ont des destins inégaux dans le monde. Certains, effectivement, on peut dire que ça ouvre une histoire plutôt heureuse d'échange, et d'autres, une histoire plutôt malheureuse de domination, ou en tout cas d'échange très inégal. C'est important, je le répète, de considérer la Méditerranée vraiment vue de la mer et vue, par exemple, des petites îles pour considérer effectivement que là s'invente comme un laboratoire des entreprises de colonisation. Colonisation génoise, colonisation pisane, colonisation vénitienne. Par exemple, la côte de l'Adriatique, ce qu'on appelle aujourd'hui la Croatie, avec des comptoirs vénitiens et une manière effectivement d'organiser un échange inégal entre une métropole, Venise, et des comptoirs et des colonies qui elles-mêmes ont leur arrière-pays. Donc, système colonial de domination, système colonial de plantation, j'ai parlé des plantations sucrières aux Canaries, esclavage, traite, tout cela s'invente d'une certaine manière en Méditerranée avant de se projeter en grand dans l'Atlantique. Il y a au fond une préhistoire méditerranéenne de la grande histoire atlantique. Et c'est cela qui intéresse les historiennes et les historiens aujourd'hui, c'est-à-dire comment s'invente en petit ce qui ensuite sera développé en grand. C'est ça un laboratoire. Bon. Ça, c'est une première expérience méditerranéenne. La deuxième expérience, je l'ai dit, c'est l'expérience de la négociation, l'expérience de la transaction. Au XVe siècle, par exemple, ce sont les Italiens qui inventent pour eux-mêmes, mais en tant que puissance méditerranéenne, les règles de la négociation, de l'ambassade et de la représentation diplomatique. Ce qu'on appelle une ambassade,
au XVe siècle, au début du XVe siècle, c'est une mission d'un pays qui envoie des ambassadeurs dans un autre. Si je dis je pars en ambassade, ça veut dire effectivement je vais aller négocier chez quelqu'un avec lui. À la fin du XVe siècle, en fait à partir des années 1450, les Italiens inventent la notion d'ambassadeur résident permanent. C'est-à-dire qu'il y a d'abord il y a un ambassadeur de Gênes à Milan, qui est tout le temps à Milan, qui reste et qui est l'interlocuteur pour le duc de Milan de Venise. Cette invention italienne des ambassadeurs permanents, résidents, elle va être au XVIe siècle appliquée à l'Europe tout entière, selon cette logique du laboratoire. C'est-à-dire, je dirais que l'Europe du XVIe siècle est une Italie en grand. C'est-à-dire une sorte de déploiement de l'expérience italienne de la transaction, de la négociation. Je donne l'exemple de l'ambassade, mais je pourrais donner d'autres exemples, des exemples effectivement de la question de la transaction du droit, comment effectivement on peut commercer, parce qu'on n'a jamais cessé de le faire, du point de vue interconfessionnel. C'est-à-dire qu'est-ce qui garantit un échange avec effectivement les puissances ottomanes avec lesquelles par ailleurs on est en guerre. Dans quelle langue on parle et sur quel droit on se repose pour garantir l'échange. Et là, c'est la troisième question, c'est évidemment la question des traductions. C'est-à-dire que n'imaginons pas que cette Méditerranée dont on crée dont j'ai raconté quand même de manière un peu martiale, un peu guerrière, forcément, avec des grandes batailles, des corsaires, des dominations, la colonisation, etc., l'histoire, n'imaginons pas qu'elle cesse d'être ce qu'elle a toujours été en somme, c'est-à-dire un lieu qui, au fond, est un lieu de circulation d'échanges, non seulement des diplomates, mais aussi des artistes, mais aussi des savants, et il demeure effectivement toujours une circulation des savoirs en Méditerranée, avec des gens dont Braudel ne se préoccupait guère, mais qui aujourd'hui deviennent d'une certaine manière les héros de l'histoire connectée, qui est pris dans une sorte de paradigme de la circulation, sont les courtiers, les traducteurs, les fixeurs, celles et ceux qui aident, qui facilitent la transaction, les droguements, par exemple, pour prendre un terme turc. Je n'ai pas le temps de développer, mais au fond, aujourd'hui, raconter l'histoire de la Méditerranée et du monde au XVe et XVIe siècle, c'est se rapprocher, je dirais, de ces espaces et de ces temps, de l'interaction, de l'échange, malgré tout. Au total, une historienne, et j'en terminerai par là, un mot de conclusion, une historienne de la présence des musulmans dans l'Europe occidentale, qui est une présence qui a été longtemps occultée, invisibilisée, comme on dit aujourd'hui, et qu'on découvre massive, non seulement la présence des esclaves domestiques dont j'ai parlé, mais la présence des minorités, des communautés musulmanes, notamment dans
la France méditerranéenne, une historienne donc de cette présence musulmane qui s'appelle Jocelyne Darlia, qui est franco-tunisienne, eh bien, a montré récemment que l'histoire de la Méditerranée a toujours oscillé entre ce qu'elle appelle le socle et le choc. Le socle, c'est celui d'une culture supposément partagée, fondée sur une unité anthropologique fondamentale des sociétés d'une rive à l'autre. Et ce socle, on peut en produire différentes descriptions. Une description géohistorique, environnementale, comme un milieu, le milieu méditerranéen, avec Braudel, une description historique, en rappelant effectivement que l'empire gréco-romain a été fondamentalement un empire méditerranéen et que ce qu'on appelle Moyen-Âge n'est rien d'autre au fond que la lente bascule de la Méditerranée à la mer du Nord qui au fond déplace le centre de gravité du monde hors de l'empire méditerranéen. On pourrait effectivement en donner d'autres descriptions, disons, plus civilisationnelles. Comment des sociétés qui au fond, subissent les mêmes contraintes écologiques, eh bien, s'organisent de la même manière. Prenez par exemple, la question de l'eau, de la ressource en eau, ce qu'on appelle les agricultures tournantes. Vous allez au Maroc aujourd'hui, eh bien, vous comprenez comment s'organise une société traditionnelle ou en Tunisie du Sud, comment s'organise une société traditionnelle autour des tours de l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça les sociétés tournantes. Il y a des norias, et donc il y a l'organisation, la nécessité d'organiser autour d'un partage équitable de l'eau une société. Eh bien, cette manière d'une agriculture savante, mesurée, qui dose effectivement de manière équitable les partages de l'eau, on la trouve d'une rive à l'autre de la Méditerranée, parce que les mêmes contraintes du milieu produisent les mêmes solutions sociales en règle générale. Bon. Donc tout cela, effectivement, c'est de considérer évidemment que la Méditerranée, c'est bien notre mer, c'est la mare nostrum intérieure et qui fonde, qui leste la civilisation, et que, au fond, c'est le socle de l'idée qu'on se fait d'un développement équitable. Et d'une certaine manière, cet imaginaire du socle, il est toujours concurrencé par l'imaginaire du choc. Le choc des civilisations, le choc des dominations, le choc, j'ai commencé par là, entre les empires ibériques d'un côté, empire ottoman de l'autre. Et parce que l'histoire, c'est aussi évidemment toujours une manière d'articuler sur le présent un discours, eh bien selon l'idée qu'on se fait de notre présent, on va plutôt insister sur le socle ou plutôt sur le choc. On va plutôt insister sur la confrontation ou plutôt sur l'échange. Et on va accuser ceux qui font un autre choix de myopie, d'ignorance, de naïveté ou au contraire d'agressivité. Évidemment, non, c'est pas si évident ça, mais enfin, je le dis, je le propose, c'est, comme souvent, les deux en même temps. C'est-à-dire que, je l'ai dit, par exemple, il faut imaginer que pendant la course, pendant effectivement l'histoire continue du brigandage et de la domination et de l'esclavage, les affaires continuent, les échanges continuent, et que les deux sont vrais en même temps. Essayez de comprendre cela, eh bien, c'est finalement
se souvenir, et j'en terminerai cette fois-ci vraiment par là, que si la Méditerranée a été, au fond, c'était ma troisième idée, que je développais un laboratoire pour le monde du XVe, XVIe siècle, c'est toujours aujourd'hui un laboratoire pour le monde d'aujourd'hui. Depuis 2015, depuis la crise des réfugiés, depuis effectivement que sont revenus de manière dramatique sous nos yeux, ou au moins les écrans de nos télévisions ou de nos portables, les images dramatiques justement d'un choc, justement de ce que un bel écrivain, Louis-Philippe d'Alembert, franco-haïtien, a écrit, a décrit cette année dans son roman qui s'appelle Mur Méditerranée. Mur Méditerranée. C'est l'histoire de 3 femmes qui, réfugiées dans un bateau, qui font naufrage. Et vous le savez, contrairement à une idée reçue, tenace, parmi les réfugiés, parmi les naufragés, il y a évidemment des jeunes hommes, mais il y a beaucoup de femmes puissantes. Camille Schmoll, une géographe, lui consacre un livre qui sort dans quelques semaines à la découverte et qui porte aussi un nom magnifique, Les damnés de la mer. Damnés et ES, les damnés de la mer. C'est-à-dire ces femmes qui, syriennes et yéménites et autres, qui prennent la mer Méditerranée, à un moment où la mer se transforme en mur Méditerranée. D'une certaine manière, vous voyez que cette histoire, je commençais par une histoire de la Méditerranée au XVIe au présent de Fernand Braudel qui l'écrit en prison. Je termine encore par une histoire de la Méditerranée du XVIe au présent, où on retrouve aussi des espaces qui font, je dirais, l'actualité aujourd'hui. Lesbos, Lampedusa, sont des lieux, des îles, en l'occurrence, qui déjà, au XVIe siècle, pour des raisons géographiques et historiques, accueillent ou pas des réfugiés. Donc on écrit toujours l'histoire au présent, c'est toujours à partir de nos inquiétudes du présent qu'on a effectivement à l'envisager. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire cet après-midi, avant de répondre à vos questions, si vous en avez, et en vous remerciant de votre attention. Merci.